Et nous allons regarder cette image. C'est le jumeau numérique de l'océan, la retranscription en temps réel des mers, température, salinité, chlorophylle et bien d'autres informations. Vous, moi, tout le monde peut consulter ces images. Elles sont en ligne. C'est le projet Mercator Ocean International. Ce duplicata virtuel est nourri de millions de données numériques. Alors on va comprendre ce qui se joue avec nos 3 experts. Bonsoir Julia Tass. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, responsable du programme Océan. Donc merci d'être avec nous. Romane Luc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste en stratégie internationale, spécialisée sur les enjeux maritimes, chargée de mission à l'IRIS, vous aussi. Et enfin, Cyril Poirier-Coutancé, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CESM, Centre d'études stratégiques de la marine, géopolitologue, auteur de ce livre très intéressant, très instructif sur donc, la mer, une infographie. On a choisi quelques infographies parce que c'est vrai qu'elles sont extrêmement bien faites seulement, mais surtout bien documentées. Alors justement, on va commencer avec ces données maritimes numériques. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on commence avec vous, Julia? Parce que c'est vrai qu'il y en a des millions. Mais alors, c'est-à-dire, elles sont environnementales, c'est la navigation, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez montré des images plutôt de données environnementales, donc ce qu'on peut capter de la température, de la pression, de la salinité de l'océan. On a aussi des images de navigation. On sait quels sont les navires qui sont en mer et où est-ce qu'ils se situent, si ils décident de nous faire part de cette donnée, parce que c'est volontaire. On peut aussi avoir des données, évidemment, militaires, qui sont beaucoup moins accessibles au grand public, des cartes. L'océan, qui auparavant était un espace assez... Alors, il reste opaque, parce qu'on ne peut pas aller... où c'est beaucoup plus compliqué d'aller sous la surface de l'océan. Parce que finalement, on connaît très peu de choses sur l'océan. Donc ces millions de données, ça nous permet d'avoir une idée plus précise? Tout à fait. Ça nous permet d'avoir une idée plus précise de ce qui se situe sous la surface, qui reste encore un peu compliqué à percevoir, mais surtout une idée beaucoup plus précise de ce qu'il y a à la surface de l'océan, notamment grâce aux satellites qui ont vraiment permis de comprendre qui se situe où et fait quoi. Et ça change la donne. On va y revenir avec les satellites, évidemment. Alors, ce jumeau numérique, on peut le voir comme une boîte à outils. Ça permet de mieux connaître l'océan. Mais on l'a dit, il y a des données sensibles. Est-ce que ça pose des problèmes de gouvernance, Romane Luc? Alors, pas forcément. Là, ce dont vous avez parlé, donc le projet de Mercator Océan International, c'est un projet européen qui est porté par Mercator Océan International, qui est une entité française et qui est vouée très prochainement à devenir une organisation intergouvernementale. Et donc, qui crée ce jumeau numérique de l'océan, qui est une modélisation de l'océan, notamment à travers des données environnementales. Et qui va permettre de représenter et de comprendre l'état de l'océan à l'heure actuelle, l'océan tel qu'il est voué à évoluer à court terme, mais aussi qui va permettre une modélisation prospective, c'est-à-dire d'envisager plusieurs scénarios à partir d'imaginer les différents futurs possibles, par exemple en fonction des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre ou des différentes politiques publiques qui vont être choisies. Donc, il y a cet enjeu aussi que ce jumeau numérique de l'océan peut être un outil d'aide à la décision politique. Le modèle qui est porté par Mercator Océan, c'est un modèle qui est basé sur l'ouverture des données. En open source Tout à fait. Mais ça, c'est plutôt une force parce que ça va permettre justement une science ouverte, une gouvernance plus transparente et peut-être justement l'appropriation des connaissances sur l'océan à plus grande échelle. Est-ce qu'on peut parler de révolution, Cyril Poirier-Coutancé? Alors, ce qui est une révolution, c'est effectivement qu'on a de plus en plus de données sur les océans et qu'on en aura de plus en plus. Parce qu'on a une révolution des drones aussi qui vont permettre de capter d'autant plus de données. Des drones sous-marins? Sous-marins, aériens, en surface aussi. Une question quand même là-dessus, c'est justement sur ce partage. La question, elle est autour de la confiance. C'est-à-dire que vous captez de plus en plus de données, mais il faut avoir confiance dans vos partenaires pour les partager. Surtout que les partenaires changent. C'est-à-dire qu'avant, c'était les États. Et maintenant, il y a aussi les entreprises. Il y a entre les États, il y a avec les entreprises. Entre les États, entre États de l'Union européenne, il n'y a pas tellement de soucis. On se fait relativement confiance. Partager ces données aussi avec la Chine, avec les États-Unis, il y a des questions qui vont se poser. Autre question aussi, c'est collecter ces données. Donc, il faut des capteurs. Il faut donc que l'ensemble des pays du monde puissent financer
les réseaux qui captent ces données. Je pense là typiquement au réseau Argo qui est basé sur des bouées. Le plus grand financeur aujourd'hui d'Argo, ce sont les États-Unis. Est-ce qu'ils vont continuer à financer ce système ou pas? L'Union européenne, on finance à peu près 30% de ce réseau. C'est une question qui est devant nous. D'accord, une question. Est-ce que ça, on va en parler à ce sommet qui s'ouvre demain à Nice? Est-ce que ça, toutes ces questions-là, ça va être abordé? Alors, on en parlera, mais entre les États qui sont présents. Ne sont pas là. Entre les États qui sont présents. Donc, mais c'est un des sujets qui sera de toute façon abordé avec ces États, parce que, enfin, avec les États présents, on sait que le vice-président chinois y sera, par exemple. Mais on sent bien qu'on est à un tournant. On n'est plus comme il y a 10 ans où on était dans un monde relativement ouvert, on se faisait relativement confiance, on pouvait échanger, partager des données. Aujourd'hui, la méfiance est de retour. Donc c'est ce qui fait peser aussi un peu une hypothèque sur la suite de cette affaire. Donc, alors même que techniquement, on a ce qu'il faut pour capter ça serait possible. Donc un problème de confiance, Julia Tass, mais il y a aussi ce problème de nouveaux partenaires, enfin d'acteurs d'ailleurs, qui sont donc des acteurs, vous allez les appeler les corsaires numériques, parce qu'en fait, voilà, c'est un peu comme les corsaires à l'époque, au XVIe, XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'ils sont privés, mais ils travaillent pour les États. On va regarder juste une carte, si la régie nous la retrouve, c'est la carte de trafic maritime. On l'évoquait avec vous il y a un instant. C'est assez impressionnant. Alors ça, c'est tout ce trafic maritime. Et vous m'avez expliqué qu'en fait, il y a quelqu'un qui se cache derrière, et ce quelqu'un, on le connaît tous, on en parle souvent, c'est Elon Musk. Alors Elon Musk, à travers Starlink, équipe en effet tous les navires, alors non pas du petit dispositif qui permet d'avoir leur localisation, mais d'un moyen de communication avec la Terre. Donc si demain Starlink est coupé, l'entièreté des bateaux qui se reposent sur Starlink pour communiquer avec la Terre vont se retrouver avec beaucoup moins de moyens de communication. Donc, alors ça ne les empêche pas d'opérer, mais ça va empêcher tous les marins de communiquer par exemple avec leur famille. Ça peut paraître anodin, mais en fait ça a été une bascule assez récente. Finalement, la fin du départ en mer comme étant une fracture avec la Terre. On a tout connecté, mais aujourd'hui, ce sont quelques grands acteurs, effectivement, privés, qui détiennent quelques clés. Alors, Elon Musk en est un. Ce site Marine Traffic, il est aujourd'hui au sein d'une grosse entreprise qui est plutôt européenne. Donc, il y a des grands acteurs. Et la question du corsaire que vous évoquez, c'est un terme qui a été proposé par l'un des contributeurs à la revue internationale et stratégique que l'on a constituée sur les données maritimes. Et pourquoi il parle de corsaire? Parce qu'en fait, c'est une redéfinition, une restructuration de la relation entre l'État et les grandes entreprises pour la puissance maritime, comme c'était le cas pour les corsaires, où il y avait des accords entre les États et les corsaires pour assurer aux États une forme de puissance maritime. Voilà, un jumeau numérique de l'océan, des corsaires numériques, effectivement, ça peut surprendre. Est-ce que c'est aussi un moyen de lutter, par exemple, contre la pêche illégale? Parce que c'est l'un des grands enjeux de l'UNOC, de ce sommet. Près de 26 millions de tonnes chaque année, soit au moins 15% des captures. Donc c'est un fléau. Est-ce que justement, ces données, ça va permettre d'aider? Alors ça aide déjà. On a une surveillance par satellite qui permet justement de voir, alors on l'a beaucoup dans les espaces maritimes français, qui permettent de voir si des pêcheurs viennent pêcher dans nos eaux sans qu'ils soient autorisés à le faire. Mais c'est sûr que ça va démultiplier ces possibilités-là. Il y a quand même une question derrière, c'est vous pouvez voir qui va pêcher de manière illégale. Après, il faut sanctionner. Et pour sanctionner, ce qui peut être compliqué, c'est que vous avez une règle en mer qui est la loi du pavillon. C'est-à-dire qu'en gros, chaque État est responsable des navires qui battent son pavillon. Donc il faut que les États soient d'accord pour sanctionner leurs pêcheurs illégaux, etc. etc. Donc il s'agit pas, on peut voir, on verra de toute façon de plus en plus de choses, ça c'est certain. On en voit déjà beaucoup. Et après, il faut construire derrière toutes les sanctions qui vont avec. Donc toutes les sanctions, ce qui n'est pas encore le cas. Alors comment on peut expliquer le phénomène de la flotte fantôme russe? C'est-à-dire qu'ils arrivent à couper les systèmes. Vous me dites qu'on voit de plus en plus de choses. Il y a quand même des bateaux, des navires qui deviennent des fantômes. Donc comment ça marche? Alors, je peux apporter quelques éléments de réponse. Donc, on voyait tout à l'heure à l'écran Marine Traffic. Je vous disais que c'était les bateaux qui acceptent de tourner, de se rendre géolocalisables. Cyril en parlait tout de suite. En fait, l'enjeu des données aussi, c'est de recouper la surveillance satellitaire, donc les images, avec ces données de géolocalisation, par exemple, volontaires. Donc, on peut choisir de ne pas donner... On peut choisir de ne pas effectivement allumer son petit signal GPS. Et donc, la flotte fantôme, c'est
typiquement, c'est une illustration du flou qui reste malgré toutes ces données. Vous avez à la fois ces bateaux donc ne se signalent pas. Quand ils le font, ils peuvent se signaler sous un faux nom, avec une fausse activité. Donc, par exemple, un bateau comme celui qu'on voit à l'écran pourrait dire qu'il est en train de faire de la pêche. C'est faisable. Et après, tout le droit de la mer le droit maritime qui a été évoqué par Cyril, permet aussi de finalement se perdre à travers des sociétés écrans, à travers des pavillons qui sont dits de complaisance, pour lesquels les États vont avoir beaucoup moins de systèmes de vérification de qui fait quoi. Et tout ce droit maritime, il est très complexe, mais il offre beaucoup de fenêtres d'opportunité à des personnes qui ont des intentions assez malhonnêtes. Oui, certains parlent de Far West. Vous êtes d'accord avec cette dénomination ? Alors, Far West, ça voudrait dire qu'il n'y a aucune loi. En fait, alors qu'il y a des lois, mais après, elles ne sont pas vraiment appliquées. C'est ce que vous avez expliqué. En fait, il en a une. Il y a une constitution maritime des océans, d'une certaine manière, qui est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a été signée la Convention de Montego Bay, qui a été signée en 82. Mais la grande évolution en fait qu'il y a depuis la ratification de cette convention, c'est justement ce qu'évoquait Julia, c'est-à-dire qu'elle a été pensée, écrite cette convention dans le cadre d'une mer, d'un océan où on avait essentiellement des acteurs publics. Et aujourd'hui, la grande difficulté, c'est qu'on a de plus en plus d'acteurs privés à tout niveau. Et ça, elle n'était pas forcément pensée pour tout ça. Et donc, on a des adaptations à faire à ce niveau-là. Et Romane, justement, ce sommet qui s'ouvre demain, est-ce qu'il va pouvoir permettre d'avancer sur ces questions-là ? Alors oui, en fait, la conférence des Nations Unies sur l'océan, donc c'est la 3e édition qui se tient à Nice à partir de demain. À la base, porte plutôt sur l'objectif de développement durable numéro 14, qui porte sur la vie aquatique. Ceci étant dit, durant les 2 dernières éditions, et ce sera le cas aussi cette année, il y a énormément de sujets en fait, maritimes qui sont traités. Il y a énormément de chefs d'État qui sont en présence, de décideurs politiques, de scientifiques également. Et donc, c'est des questions qui vont toutes faire partie finalement des discussions. Cyril Poirier-Coutencé, dans votre livre, vous parlez des 20 milieux sous les mers. Je voulais effectivement revenir sur ces câbles sous-marins, parce qu'en fait, vous l'avez peut-être découvert quand ces câbles ont été sectionnés. Je parle de nos téléspectateurs, téléspectatrices. En fait, le Wi-Fi, tout ça, ça passe vraiment sous la mer. On voit ça. En fait, on est câblé de partout. C'est assez impressionnant. C'est vraiment très fragile. C'est fragile, en tout cas ça peut être coupé, il y a des accidents. Alors il faut avoir en tête que 98% des échanges numériques passent par ces câbles sous-marins. Ils relient les continents. Donc oui, il y a des coupures, ne serait-ce que par des accidents, une ancre qui est relevée. Après il peut y avoir des coupures volontaires. Et puis il y a une nouveauté quand même qui est à avoir en tête, qui a eu lieu en Baltique donc cette année, c'est la coupure d'un câble sous-marin, mais électrique cette fois. Puisque avec le développement des éoliennes en mer, pour qu'elles soient raccordées à la Terre, on a des câbles sous-marins électriques. Et donc, c'est une vulnérabilité nouvelle qu'on n'avait pas forcément envisagée en 1991, quand le premier champ d'éoliennes en mer a vu le jour. Donc, on a une vulnérabilité numérique et une vulnérabilité énergétique aussi. Donc, à surveiller. Et enfin, les exploitations minières, on a très peu de temps. On va revoir peut-être, vous faites aussi une carte du monde des mines possibles, enfin, tout ce qu'on pourrait forer. Et Dieu sait qu'un certain Donald Trump veut le faire. Là aussi, en savoir plus sur les fonds sous-marins, est-ce que ça ne peut pas attiser les convoitises ? Pour l'instant, je suis assez dubitatif là-dessus, dans le sens où, quand on regarde les grandes compagnies minières existantes, il n'y en a aucune qui veut aller forer en mer. Les ressources à terre sont encore existantes. Il y en a beaucoup. Vous avez, mais les grands groupes, Rio Tinto, Eramet, etc. En mer, ils ne veulent pas y aller parce que le modèle économique n'est pas encore présent, c'est pas forcément rentable, et qu'il y a encore des choses à faire à terre. Donc, on fantasme pas mal là-dessus. Il y a effectivement une start-up canadienne qui veut se lancer dans l'aventure. On verra ce que ça donne. Oui, avec un bateau suisse, on en avait parlé très brièvement. Qui veut me dire qu'est-ce qu'il attend de ce sommet? Qu'est-ce qui serait très important? Là, a priori, on a eu les ratifs. Ah non, on n'a plus le temps, donc désolé. Eh bien, écoutez, merci. On va suivre ça avec attention. Merci infiniment. Je rappelle le titre de votre livre avec ces infographies très riches en informations. La mer, une infographie, je vais y arriver, aux éditions CNRS. Merci à vous trois d'être venus dans le grand angle.